Bonjour à toutes, bonjour à tous. Un grand merci pour cette opportunité de vous donner une conférence ce soir à propos de l'adaptation en naturopathie holistique. Je vais partager mon diaporama. Voilà. L'adaptation est un processus que nous connaissons bien en naturopathie. Et pour ma part, je suis à présent dans ma 47e année de pratique en tant que naturopathe, psychothérapeute et formateur. Donc, certains me connaissent à partir de ma chaîne YouTube, d'autres à partir d'une quarantaine de bouquins que je continue d'ailleurs d'écrire assez régulièrement. Et vous trouverez en bas de page 2 sites web également en lien avec toutes mes activités. La santé, en 2 mots, l'OMS en parle, vous le savez tous et toutes, comme un état de bien-être, à la fois moral, social, corporel, bien sûr, physique, et pas seulement une absence de maladie. Mais il y a une définition que je préfère vraiment partager avec vous. C'est un état d'harmonie dynamique, dynamique parce que la vie est un flot, un mouvement, et partout où il y a un arrêt de cette circulation, il y a un risque de pathologie, de troubles. Et cette harmonie dynamique, elle est le fruit d'une circulation de la vie, on pourrait mettre une majuscule à la vie, sur tous les plans de l'être. D'où la notion, bien sûr, de naturopathie holistique que je développe en France depuis 1976. On pourrait aussi, en une seule phrase, dire que la santé, c'est l'adaptation optimum. Et là, on est clairement dans notre sujet. Celui qu'on appelle souvent le père du stress, Hans Selye, est connu pour sa petite phrase « Combat si tu peux vaincre, sinon fuis ». C'est le comportement animal, la fuite ou le combat. Sauf que chez les humains, nous avons inventé un troisième plan qui est serrer les dents, serrer les poings, ne pas s'exprimer, ne pas exprimer ses émotions, ne pas lutter, ne pas fuir non plus. Et on sait que c'est une solution absolument morbide, bien sûr, à la cause d'un certain nombre de dépressions, dont les burn-out aujourd'hui, qui sont très, très fréquents. S'adapter, c'est s'adapter à quoi? À tous les changements. Et comme la loi de l'impermanence, vous la connaissez, elle touche tous les secteurs de notre existence et de notre planète. Donc, on s'adapte depuis notre naissance jusqu'à notre dernier souffle. Les différences de chaleur, de température, de saison, on s'adapte à des conflits, à des frictions dans le couple, dans l'entreprise. On s'adapte comme on peut à la perte de nos proches, c'est le deuil. On s'adapte à des douleurs corporelles, à des carences biologiques. On s'adapte aussi en termes d'études, en termes de bonnes nouvelles, ce sont des bons stress, les mariages, les cadeaux, les voyages, les déménagements. Et à chaque âge de la vie suppose son adaptation, en passant bien sûr par les agresseurs bien connus par la médecine, les microbes, les virus, à condition que nous soyons d'accord pour parler de la maladie venant de l'extérieur, c'est une autre histoire, vous le savez. Alors on s'adapte comment? Avec notre système nerveux, orthosympathique notamment, notre système glandulaire et l'adrénaline, puis le cortisol libéré par nos surrénales. Tout le système immunitaire est concerné, avec des liens croisés et permanents avec le système nerveux et le système hormonal. Et puis aussi, bien sûr, avec sa tête, avec son cœur, avec ses capacités de réaction individuelle, dont une très large part, bien sûr, est de l'ordre de l'acquis et non pas de l'inné. Nos capacités psychologiques, elles sont à la fois personnelles, c'est-à-dire comment mon ego peut réagir pour sauver sa peau. Elles sont aussi transpersonnelles, c'est-à-dire spirituelles, c'est-à-dire métaphysiques, et elles font appel à des ressources d'âme, des ressources profondes qui vont puiser dans la capitale qui est celui de l'esprit au sens profond du terme et qui fait de nous également des êtres en permanente évolution
avec notre part de créativité et notre part de transcendance. Et puis notre force vitale, bien sûr, cet élément essentiel en naturopathie, elle-même indissociable de tous les facteurs précédents. Il y a une unité aujourd'hui bien connue depuis les années 1995 entre la neuro, la psycho, l'endocrino et l'immunologie. Et c'est cette très belle science qui a permis enfin un rassemblement de différents chercheurs pour comprendre comment l'être humain répond au stress d'une façon globale, unitaire, fonctionnelle. On retrouve sur ce schéma les différents acteurs de l'adaptation. En haut à gauche, notre système nerveux, à côté, nos hormones, pas seulement les surrénales, hein, la thyroïde notamment participe dans un second temps. Au centre, toutes les cellules du corps, toute la biologie, la dimension psychologique en bas à gauche et tout le système immunitaire en bas à droite. Jusque dans les années 90, imaginez que tous les chercheurs de ces différentes disciplines s'ignoraient un peu et, avec beaucoup d'orgueil, prétendaient détenir les clés, les réponses à nos soucis de santé et d'adaptation. Et il a fallu ces rencontres qui ont permis de s'écouter mutuellement dans le respect pour créer les flèches rouges qui sont sur le tableau et comprendre en fait tous les liens et l'interdépendance permanente qu'il y a dans cette unité fonctionnelle qui est le corps, sans négliger à droite les facteurs environnementaux et les facteurs socioculturels, bien sûr, dans lesquels nous baignons. Alors, quand on parle d'adaptogènes, on pense surtout aux plantes, c'est vrai. Il y a aussi des aliments, particulièrement riches, par exemple, en antioxydants. Il y a des huiles essentielles qui ont un impact direct ou indirect sur le système nerveux, sur le système glandulaire, sur l'immunité. Un certain nombre de compléments alimentaires, et puis, par extension, bien sûr, un certain nombre de soins liés à la qualité de notre vie, permettant de booster, de soutenir nos capacités d'adaptation. L'important pour nous est toujours d'intégrer ces éléments adaptogènes dans des cures naturopathiques, de détox, de revitalisation, etc., et surtout en individualisant les prises grâce au bilan vital que vous connaissez bien sûr en naturopathie et qui fait qu'au-delà du diagnostic et du symptôme, nous pouvons prendre en charge, prendre en compte la dimension du terrain qui nous est si cher. Parce que si on utilise seuls les adaptogènes, on s'aperçoit très vite que ce ne sont que des béquilles, des aides fragiles finalement, qui ne vont pas du tout agir dans le long terme. Et on sait bien que s'occuper du symptôme ne va pas solutionner les choses en profondeur. Les trois techniques majeures dans lesquelles nous allons intégrer ces éléments adaptogènes sont bien sûr les piliers nécessaires et suffisants pour entretenir notre santé, une alimentation saine, avec sa part de diététique, sa part de nutrition, la relation d'aide, la psychologie, la gestion du stress, bien sûr, et puis la relation au corps, le mouvement, l'activité physique, qui lui-même va pouvoir soutenir toutes les fonctions émonctorielles de nettoyage du corps. Et puis les techniques complémentaires qu'on connaît bien dans la dimension holistique française, puisque c'est un peu le patrimoine que nous avait enseigné Pierre Marchessault dès les années 1940, avec les soins d'hydrologie, très inspirés de l'école allemande, les méthodes réflexes, pas seulement du pied, mais également de l'oreille, de la langue, de tout un tas de parties du corps, la partie énergétique, avec notamment les différentes formes de magnétisme, l'utilisation des aimants, les massages et les techniques manuelles d'ajustement, les pratiques respiratoires, largement empruntées au yoga notamment, et puis les techniques par les rayons, qu'on appelle aussi l'actinologie, comme les couleurs, l'utilisation des couleurs, et puis bien sûr les plantes et les huiles essentielles. Et tout cela est individualisé. Une fois que le bilan a permis d'établir le terrain en termes de constitution, c'est-à-dire l'inné, de tempérament, c'est-à-dire l'acquis, de diathèse, c'est-à-dire le moment particulier et les prédispositions de la personne à telle période de sa vie. Et tout cela, nous l'utilisons, nous le mettons en place en étudiant la morphologie, l'iridologie, les mesures vitales, la vitalométrie, qu'on appelle aussi la biométrie au Canada, la prise de pouls chinois, que pour ma part, j'ai intégré au collège Sénato à Paris,
et puis éventuellement certains bilans de terrain qu'on peut faire en laboratoire. Alors, dans ce cadre naturopathique, je tenais à cette présentation pour ne pas seulement vous donner quelques recettes végétales que vous pouvez trouver dans beaucoup de bouquins. Allez, quelques mots des baies de goji qui sont très à la mode maintenant depuis une dizaine d'années. Lycium barbarum. La légende dit que dans un temple bouddhiste, des baies de goji auraient rendu l'eau des bassins rose ou rouge, et que cette eau, bue par les animaux puis par les moines, leur procurait un regain de santé. C'est un antioxydant majeur, riche en de très nombreux acides aminés, essentiels et non essentiels, 21 minéraux et oligo-éléments, beaucoup de vitamines, également des acides gras dans la petite partie des graines, et puis des choses pas forcément très bien connues, mais il y a une bétaïne précurseur de choline, il y a des anti-âges, des immunostimulants et des psychomodulateurs qui sont des complexes de polysaccharides, et puis des caroténoïdes, c'est ce qui donne la couleur bien sûr au bêta goji. La solavétine qui est également fongicide et antibactérienne, du bêta-cystostérol qui régule la tension artérielle, le métabolisme du glucose et du cholestérol, et puis la physaline qui est l'élément peut-être le plus pointu de la dimension adaptogène des bêta goji, et des antioxydants comme la superoxydodismutase, la catalase, etc. La posologie habituelle, 20 à 50 baies, si vous les mangez fraîches ou réhydratées, ou 30 à 50 millilitres de jus. Un aloès qui est peu connu, Aloe arborescens, qui n'est pas l'aloe vera, connu pour ses propriétés anti-inflammatoires, comme un booster de la lymphocytose et des fibroblastes, notamment des tissus conjonctifs, anti-œdème, antiviral et surtout un grand antitumoral, un régénérateur qu'on va utiliser dans tous les terrains cancériniques, anciens cancers ou cancers terrains prédisposés. De l'acide salicylique, toujours intéressant à petite dose, c'est pas dangereux, hein, comme anti-inflammatoire, du magnésium, du zinc, du chrome et du manganèse, de la solavétine, de l'aoïtine et un acide cylamique qui sont fongicides, un régulateur de la tension et un antitumoral, l'aloe hémodine, cet élément essentiel qu'a étudié le père Zago, on va en parler. C'est la sémanane qui renforce le système immunitaire, qui va activer le système anticorps et les cellules tueuses, hein, le rapport T4, T8, qui va faciliter aussi la désagrégation des protéines étrangères qui sont liées aux allergies. Hein. Donc les terrains allergiques pourraient aussi bénéficier de ces cures d'aloe. Une protection des globules blancs et une action directe qui permettrait de percer l'enveloppe de protéines des cellules cancéreuses. Vous savez que les cellules s'autoprotègent souvent avec cette coque un peu cireuse, et on aurait là une action donc directe qui favoriserait également, qui pourrait compléter les chimiothérapies. En termes anti-inflammatoires, 200 fois plus actif que l'aloe vera, et je vous renvoie au livre du père Zago, facile à trouver, hein, du cancer on peut guérir, qui donne la recette. Il faut des plantes assez âgées, plus de 5 ans, qu'on va cueillir dans l'obscurité, parce que la lumière oxyde très vite. Après 5 jours de sécheresse, dans la pénombre, on va rajouter un peu de miel, un peu d'alcool pour stabiliser, et le tout mixé, gardé au frais. Vous voyez, la posologie moyenne, c'est une cuillère à soupe avant les 3 repas, par cure de 10 jours, renouvelable. On fait bien sûr des analyses biologiques et un suivi médical classique. S'il n'y a pas de résultat en 4 cures, on peut doubler les doses sans souci, quelles que soient les formes de cancer. Et puis préventivement, 2 fois 10 jours par an semble une excellente solution, où l'on voit des marqueurs biologiques se stabiliser en termes de terrain. Voilà, c'est une plante qui n'est pas très connue en France et je pense en Europe, peut-être mieux connue au Portugal et en Espagne, et je tenais à vous en dire un mot. La griffe du chat, Uncaria tomentosa, cat's claw en anglais, uña de gato en espagnol, qui, elle aussi, va permettre un soin complémentaire dans des pathologies lourdes, dans des terrains de diathèse 4, comme on dit, avec soit du HIV, du sida ou du cancer, dans le terrain des infections chroniques également, les diathèses 2,
Et puis, dans des pathologies récidivantes comme les lupus, les herpès, la maladie de Crohn, la fibromyalgie, vous voyez les petites griffes de la plante hein, qui ont donné son nom. Excellente aussi pour neutraliser l'inflammation des ulcères d'estomac et des ulcérations d'intestin. C'est un peu tout ou rien, mais parfois c'est remarquable dans les syndromes du côlon irritable, en régularisant la flore et le transit, en luttant contre les candidoses. On a une action anti-inflammatoire sur l'arthrite, une action sur l'allergie, sur l'agrégation plaquettaire, donc une prévention des troubles cardiovasculaires. Très utilisé en gérontologie pour son côté antiradicalaire, son petit côté booster également qui ne fait pas monter la tension artérielle et également comme puissant détoxicant cellulaire. Une plante donc à retenir en gélule, en extrait facilement trouvé en circuit bio ou dans vos circuits habituels. Le Bacopa meunieri, c'est Brahmi en Inde. C'est une plante utilisée en médecine ayurvédique depuis 4500 ans pour ses vertus psy, sur l'anxiété, les troubles de l'attention, la dépression, la mémoire, la concentration. On est concerné là. Hein. Il y a beaucoup de clientèle aujourd'hui dans ces soucis psychologiques. Et surtout, c'est une plante qui augmente la vitesse de traitement des informations par nos neurones, donc la capacité d'apprentissage, que ce soit pour les enfants ou pour les adultes, et également pour la mémorisation. Quelques études sont en cours depuis une dizaine d'années maintenant sur la maladie d'Alzheimer. Ça semble assez prometteur. Je ne connais pas de contre-indication à cette plante. Donc, Bacopa meunieri, à retenir pour les professionnels notamment. Et puis la maca incontournable, bien connue, 10, 15 ans en France, hein, l'Epidium meyeni, ou ginseng des Andes, on connaît sa source de zinc, qui était étonnante. On sait que les bergers des Andes avaient observé que les moutons, les brebis, les chèvres qui mangeaient cette petite tubercule devenaient particulièrement puissants au plan sexuel. Donc les bergers et les bergères ont fait la même chose. Et tout ce petit monde s'est reproduit joyeusement. C'est un adaptogène vrai, en fait. C'est un adaptogène qui va permettre de lutter contre le stress, contre différentes formes de fatigue. Une plante étonnante pour les sportifs, qui va faciliter la récupération. Pour les étudiants, dans les périodes de surmenage psychique et de nécessité de mémorisation. Panne sexuelle, pourquoi pas. Et puis surtout, mémoire, concentration, vigilance. La seule précaution, à mon expérience, c'est peut-être d'éviter en cas d'hyperthyroïdie, parce que la plante va booster l'axe hormonal depuis la racine hypothalamo-hypophysaire jusqu'aux gonades, en passant par les surrénales, etc. Donc, attention à ne pas peut-être surexciter une thyroïde déjà un peu emballée. Le goût est agréable, on peut en faire des soupes, hein, une espèce de porridge. C'est connu en gélule, bien sûr, ou en poudre, et on fait des cures d'un mois sur deux pour ne pas non plus avoir d'accoutumance, par exemple. Je me dépêche pour vous parler de la zéolite. La zéolite activée de la marque Panaceo, qu'on trouve facilement en France et sur Internet, en pharmacie ou dans les circuits bio. C'est un minéral naturel issu des éruptions volcaniques des millions d'années, microporeux. Il y a 150 formes de zéolite. Là, c'est la clinoptilolite, voilà, qui est utilisée pour des vertus très particulières de chélation, hein, des métaux lourds. Donc, elle va séquestrer, nettoyer ces métaux lourds et ces toxines, réduire très considérablement le stress oxydatif dans toute la lumière intestinale notamment, hein, et de la diffuser dans le corps. Très intéressant pour limiter les effets secondaires des chimiothérapies et des radiothérapies. Beaucoup d'études médicales ont été faites à ce sujet. Un antidiarrhéique, mais beaucoup plus intelligent que l'argile, si vous voulez, hein, que le charbon. Fortifiant, booster des performances et des récupérations sportives. Facile à trouver, s'utilise aussi en voie externe, sur des plaies notamment, c'est remarquable. Aucune contre-indication à ma connaissance. Peut-être un léger ralentissement du transit qui se neutralise facilement avec un peu plus de boisson et un peu de quelques pruneaux, voilà, dans des cas bien particuliers.
C'est un absorbant également des exudats qu'on utilise dans les hôpitaux pour favoriser les drainages post-opératoires ou les plaies qui ont du mal à cicatriser. Quelques mots d'un champignon intéressant, très particulier, le cordyceps, qui est utilisé depuis aussi des années en médecine chinoise, en médecine tibétaine. Alors, c'est un champignon très particulier puisqu'il est à la fois végétal, mais un petit peu animal quand même, hein, puisqu'il passe par la fécondation à l'intérieur d'un végétal via un petit ver. C'est un grand booster de l'énergie physique et sexuelle, très utilisé donc dans le monde sportif, dans le monde des médecines anti-âge, comme on dit, hein. La médecine chinoise l'utilise dans toutes les formes de défense immunitaire, de renfort de l'énergie psychique, des fonctions rénales, hépatiques et pulmonaires. Vous voyez, c'est un très très beau produit. Son inconvénient, c'est vraiment son prix, parce qu'il est cultivé, enfin il n'est pas cultivé, il est cueilli d'une façon sauvage en altitude. C'est minuscule, il faut se mettre à quatre pattes dans les montagnes de l'Himalaya pour récolter très très peu de ces petits champignons précieux. Utilisé en cancérologie comme antioxydant, intéressant aussi dans les complexes, dans les conséquences des maladies comme le lupus, un grand protecteur des reins et du foie, donc ça fait penser aux chimiothérapies, bien sûr, hein, pour soutenir des organes fragilisés par les chimios, et de bons résultats aussi dans les bronchites chroniques. À vérifier toujours en bio, parce qu'il y a du plomb, hélas, dans les cordyceps non bio, issus de Chine. Donc, attention à ce qu'on achète. Et on consomme entre 3 et 10 grammes de poudre par jour. Il faut un certain budget, mais voilà, ponctuellement, dans des situations particulières, je suis partant pour ce beau produit. Le mangoustan, bien connu comme fruit, Garcinia mangostana, et l'intérêt, c'est d'utiliser le fruit entier. Vous voyez la partie blanche au centre, qui a un petit goût de litchi, hein, c'est un fruit assez précieux qu'on mange souvent autour de Noël en France ou en Europe. Et puis, la partie externe contient des xanthones, contient des molécules qui ont été testées maintenant depuis 30-40 ans, avec un pouvoir antioxydant et régénérateur tout à fait exceptionnel. Les xanthones vont favoriser à la fois toute la microbiologie du corps, maintenir l'immunité à son niveau optimum, avec des résultats aussi non négligeables sur la souplesse articulaire et même sur le moral. Le professeur Templeman dit que c'est la découverte la plus marquante des dernières années en médecine naturelle, avec des substances qu'il qualifie d'extraordinaires, produisant un effet sur tous les systèmes du corps. Là aussi, c'est un produit assez cher, mais bon, vous avez des références pour ceux qui se procurent le diaporama ou qui font des copies d'écran. Le produit s'appelle Xango. Voilà, quel que soit le pays où vous êtes, vous pouvez le trouver par voie Internet, bien sûr. Padma 28, un remède peu connu, d'origine essentiellement tibétaine, depuis 20 siècles. C'est le remède de la marche, du périmètre de marche et des membres inférieurs. Une vingtaine de plantes qu'on a identifiées par des voyages au XIXe siècle, dont, vous voyez, du santal, de la girofle, du souci, de la cardamome. Ça paraît relativement banal. Bon, il y a des plantes moins connues comme le margosier, comme le birobolane, une forme de gypse également qu'on associe hein, souvent dans les préparations tibétaines, de la renouée, de l'encolie, du plantain. Le reste est relativement connu, voilà, très peu laconique bien sûr. Voilà la formule. Intéressant dans les fourmillements des membres inférieurs et supérieurs, les claudications, des gens qui boitent d'une façon souffrante essentiellement, avec des claudications vasculaires qui sont intermittentes, picotements, fourmillements, crampes des membres inférieurs, et toutes les stases, les œdèmes, des gens qui, en avançant en âge, réduisent leur périmètre de marche. Or, d'une façon clinique,
étude contre placebo, le périmètre de marche est augmenté en 4 mois de 30 à 200%. C'est donc un produit vraiment intéressant qu'on ne se procure aujourd'hui, à ma connaissance, que par les circuits Internet. Dans le secteur cardiovasculaire, ce même PADMA 28 va être une vraie prévention des angines de poitrine, une tolérance à l'exercice, notamment intéressante dans les infarctus, les post-infarctus, quand on essaye de redonner un peu le goût de l'exercice aux malades. On élève le seuil de l'agrégation plaquettaire, donc elle s'élève moins vite. On améliore la fibrinolyse, ça va dans le même sens de la fluidité du sang, et on protège de la peroxydation des lipides. Grand anti-inflammatoire, intéressant dans les hépatites virales, correcteur du terrain des diathèses 2, c'est-à-dire les infections chroniques. 71% des enfants traités font moitié moins d'infections ORL en 3 mois de cure. Activité sur la phagocytose, les macrophages. Le rapport C4-C8, T4-T8, pardon. Une augmentation de l'interféron, les interleukines 1 et 2, vous avez tout compris, voilà. Un vrai beau produit, 2 comprimés 3 fois par jour, et on va faire des cures adaptées en fonction de la gravité du cas, entre quelques semaines à 1 an, sans aucune contre-indication, ni effet secondaire, ni effet indésirable. Et je termine en parlant d'une eau dite miraculeuse, une eau peu connue. On a Lourdes en France, il y a quelques sources intéressantes comme ça en Allemagne aussi. Là, on est au Mexique. Vous voyez cette source qui coule spontanément près de Mexico, qu'on va recueillir là dans des bidons, et qu'une pharmacie de Londres, la pharmacie Ainsworth, peut vendre par correspondance. Donc, cette eau de Tlacote est homéopathisée d'une façon très artisanale à la hauteur de 30 CH. Et j'en parle pourquoi? Parce qu'il a fait partie dans ma carrière de secours dans les cas parfois un peu inespérés, un peu perdus. On ne sait plus quoi faire. Et surtout chez les personnes qui sont en quête de secours spirituel, c'est comme si les prières du malade et de sa famille étaient comme boostées, comme potentialisées par ces remèdes. Je conseille personnellement une dose par semaine pendant 1 mois, puis une dose par mois, tant que nécessaire. Comme on est dans des très hautes dilutions, il n'y a bien sûr aucune contre-indication non plus. Et cette ouverture au plan spirituel me permet d'arriver vers ma conclusion. S'adapter ou périr. Et si le stress était le moteur de la vie? Vous avez remarqué que dans tous les éléments de notre environnement, même le minéral souffre. Pour faire du diamant, il faut des millions d'années de compression, de pH extraordinaire, de température extraordinaire, mais c'est de la houille au départ, c'est du charbon, c'est du compost, c'est de l'humus. Et cette image nous dit quelque part que le stress est là pour nous transcender, pour nous apporter une opportunité d'évolution, de créativité, de dépassement, et je dirais même d'initiation. En dernière analyse, oui, bien sûr, les plantes, l'hygiène de vie naturopathique, nos cures vont favoriser l'adaptation. Mais qui est aux commandes? Quel est l'objectif? Sauver ce corps, ce véhicule, mais pour aller où? Pour faire quoi? Si c'est pour toujours plus consommer, si c'est pour toujours plus nourrir nos rêves d'orgueil, de pouvoir, si c'est pour nous prendre pour des dieux et détruire notre environnement, si c'est pour utiliser notre cerveau en générant des forces obscures, au côté obscur de la force, est-ce bien raisonnable de rester en santé?
Quand j'ai écrit le petit livre qui est là, Les 10 cerveaux de la naturopathie, il n'y a pas que le cerveau droit, le cerveau gauche, le limbique, le cortical. Il y a aussi, bien sûr, l'intestinal. Il y a surtout le cerveau de l'âme. Vous voyez la citation qui est là-haut, Cuando el ego muere, el alma despierta. L'âme se révèle, l'âme se réveille quand l'ego s'éteint. Peut-être qu'il y a derrière nos épreuves et nos initiations un sens à creuser. C'est pour ça que notre santé holistique, elle est globale ou pas du tout. Ça veut dire que sur tous les plans, physique, énergétique, émotionnel, mental, socioculturel, environnemental et bien évidemment spirituel, sur tous les plans, nous avons un bilan. Sur tous les plans, nous avons une hygiène. Sur tous les plans, nous avons une médecine. Sur tous les plans, nous avons un accompagnement naturopathique. Sur tous les plans, nous devons avoir une pédagogie. C'est cela le sens le plus profond pour moi de la naturopathie aujourd'hui et demain. Respecter ce corps pour des énergies vitales optimum. Respecter, accueillir nos émotions les plus positives, les plus sereines, les plus empathiques, avec un mental positif, lucide, intuitif. Des relations sociales, harmonieuses, fraternelles. Une conscience de l'environnement qui, heureusement, aujourd'hui vient de plus en plus dans la conscience des plus jeunes pour devenir partenaire de la mère nature et pas seulement son ennemi et son consommateur. Et surtout pour une spiritualité joyeuse, confiante, incarnée au service de nos idéaux. Et ce dernier point il me semble essentiel parce que les temps de confusion que nous connaissons, avec la flambée des dépressions, des divorces, la flambée des violences, me fait penser à la phrase de philosophe de Teilhard de Chardin, nous sommes des êtres spirituels ayant une expérience humaine, et pas le contraire, pas des humains ayant une expérience spirituelle. Ça change tout, ce changement de point de vue. Ça veut dire que dans cette perspective, notre santé, elle est traversée bien sûr par des épreuves, comme notre vie, mais ces épreuves sont initiatiques. Et notre besoin d'adaptation va répondre à cette transcendance. L'adaptation optimum suppose de puiser dans nos ressources. Et j'espère que vous en êtes convaincus comme moi, ces ressources sont infinies. Merci pour votre attention. Prenez soin de vous, prenez soin de votre santé globale, prenez soin de vos rêves. À bientôt.